Le conflit entre Booba et Magali Berda et surtout les vraies questions légales et morales que ça pose, le gouvernement qui demande un effort aux Français pour économiser de l'énergie, les adieux lunaires de Boris Johnson au Royaume-Uni ou encore la Poste qui délaisse les timbres. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, toujours en voix off cette semaine, sans ma tête pour ceux donc qui regardent sur YouTube. Pourquoi? Eh bien parce que je vous le disais hier, je suis dans le sud cette semaine après l'interview d'un grand pilote de Formule 1 qui sortira très bientôt sur ma chaîne YouTube. En tout cas, vrai plaisir, le sud de la France, rien à dire, je vais finir par vouloir déménager. Allez, on commence avec le sujet à la une de ces actus. Rapidement, on va parler du conflit qui oppose depuis des semaines le rappeur Booba et l'agente de candidat de télé-réalité Magali Berda. Alors au premier abord, honnêtement, le sujet m'intéressait peu, voire pas du tout, sauf que au final, vous allez le voir, ça pose beaucoup de questions intéressantes. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, on a d'un côté Eli Yaffa, alias Booba, qui a vendu plus de 3 millions d'albums, et de l'autre, on a Magali Berda, une femme d'affaires à la tête de l'agence d'influence Shona Evans, qui est spécialisée en fait dans les partenariats commerciaux entre des marques et des candidats, notamment de télé-réalité. Et en l'occurrence, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que selon Magali Berda, eh bien Booba et sa communauté la cyberharcèlent quotidiennement depuis des mois, en publiant des tweets moqueurs sur elle, des menaces de mort ou encore des extraits de documents juridiques avec son adresse. Alors pourquoi un tel conflit? Eh bien Booba reproche à Magali Berda de faire ce que l'on appelle des pratiques commerciales trompeuses, autrement dit donc d'arnaquer les différentes communautés, les différents influenceurs avec qui elle bosse, des communautés qui parfois peuvent être très jeunes. Et Booba accuse notamment sa société Shona Evans eh bien, de travailler avec des marques qui pratiquent le dropshipping. Le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle, c'est donc le fait de vendre en France sur un site français eh bien, des produits qui viennent directement d'usines généralement en Asie, en se faisant une marge qui est parfois absolument immense. C'est donc le premier élément sur lequel se pencher avec ce sujet. Il faut savoir que le dropshipping, c'est une pratique qui est totalement légale en soi, c'est-à-dire que le dropshipping en soi n'est pas interdit par la loi. Cela dit, eh bien, ça peut potentiellement être problématique, voire illégal dans certaines situations. En effet, il y a beaucoup de produits vendus dans le cadre de dropshipping qui ne sont pas testés par les sites. En gros, les sites font parfois juste l'intermédiaire comme ça entre eh bien, l'usine et la personne qui achète sans même tester le produit, ce qui peut forcément poser problème. Et puis parfois, c'est des produits qui sont de très mauvaise qualité. Ça peut être même d'ailleurs parfois de la contrefaçon et des produits qui peuvent être vendus beaucoup plus cher que leur prix initial de fabrication. Bref, résultat, tout ça combiné, ça peut poser pas mal de questions éthiques et morales. D'ailleurs, là-dessus, le ministre de l'économie français Bruno Le Maire avait mis en garde les consommateurs l'année dernière sur cette pratique de dropshipping en rappelant que beaucoup de produits étaient parfois présentés comme de bonne qualité et vendus très cher parfois, alors qu'en réalité, c'était parfois des produits bas de gamme, achetés peu cher ou alors la contrefaçon. Il avait aussi rappelé que les influenceurs qui parfois faisaient la promotion, voire créer eux-mêmes des sites de dropshipping, avaient une responsabilité particulière, notamment par rapport aux jeunes qui les suivent. Mais l'autre enjeu majeur que pose cette affaire, c'est le cyberharcèlement donc dont serait victime Magali Berda. Forcément, avec les réseaux sociaux, le harcèlement se fait aussi en ligne. Et d'ailleurs, selon une enquête d'Ipsos réalisée en 2021, 59% des Français, 59%, s'estiment avoir déjà été victimes de cyberharcèlement. Mais le truc, c'est que le cyberharcèlement, vous l'imaginez, c'est considéré comme un délit aux yeux de la loi, et ce depuis 2014. Les sanctions peuvent aller entre 1 an de prison et 7 500 € d'amende, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, notamment selon l'âge de la victime. Et la victime peut également demander des dommages et intérêts. Le truc, c'est que même si jamais donc il y a un cadre légal à tout ça pour eh bien, pouvoir condamner des faits de cyberharcèlement, eh bien, en réalité, souvent, il y a très peu de condamnations. Ça s'est fait dans le passé, mais c'est quand même très rare. Et en général, ça ne va pas très loin, et notamment dans le cas de personnes qui pratiquent du cyberharcèlement avec un pseudo donc sur les réseaux sociaux. Bref, pourtant, il y a donc des lourdes peines qui sont encourues et qui peuvent être appliquées, et donc le gouvernement essaie d'inciter les victimes à porter plainte. C'est donc ce qu'a fait Magali Berda le 24 mai dernier. Et suite à cette plainte, d'ailleurs, elle a déjà réussi à obtenir de la part de la justice la fermeture du compte Instagram de Booba le 11 juillet. Alors certes, il a recréé un compte Insta depuis qui a déjà plus de 250 000 abonnés, mais tout de même, en tout cas de son côté, Booba a également porté plainte début juillet contre Magali Berda pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Bref, une affaire judiciaire, mais qui fait ressortir des éléments importants. Et évidemment, je vous tiens au courant des suites de tout ça. Allez, dans les actualités en bref, d'abord cette première information, le gouvernement français a demandé un effort aux Français pour économiser de l'énergie. En fait, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a cité plusieurs petits gestes du quotidien, comme le fait de couper la Wi-Fi quand on part en vacances ou en week-end, le fait de baisser voire éteindre la climatisation, ou encore le fait d'éteindre la lumière le plus
plus possible. Et si le gouvernement fait tout ça, eh bien c'est par crainte d'une coupure du gaz russe, une coupure totale du gaz russe en Europe. Ça risquerait forcément de provoquer des pénuries d'énergie. Et donc là, eh bien, le gouvernement aimerait bien que la consommation d'électricité des Français, dont une partie se fait à base de gaz, eh bien diminue, tout comme celle du chauffage. Alors c'est que des recommandations, mais tout de même ça a fait beaucoup réagir, puisque certains estiment que le gouvernement devrait plutôt s'attaquer aux plus gros consommateurs et notamment aux plus grosses entreprises. On parlera du coup de ce débat dans quelques jours. Deuxième actualité en France, l'agence du médicament a incité les personnes qui ont constaté des troubles de leur cycle menstruel après avoir été vaccinées contre le coronavirus à les déclarer via un formulaire auprès de l'agence. En fait, il y a des milliers de témoignages de femmes qui circulent depuis le début de la pandémie et surtout depuis le début de la vaccination sur des effets secondaires observés sur les cycles des règles, avec par exemple des saignements anormaux, des retards ou alors une disparition totale des règles. Alors il y a plusieurs hypothèses qui pourraient éventuellement expliquer ça, comme par exemple le fait que après une vaccination on peut avoir de la fièvre, des maux de tête ou encore des nausées. Or tout ça combiné parfois à du stress peut avoir un impact sur le cycle menstruel. Après, pour autant, l'agence du médicament n'a pas établi aujourd'hui de lien direct entre le vaccin et ces troubles, surtout que ces troubles liés aux règles peuvent être multiples, mais tout de même donc ils veulent en savoir plus et creuser le sujet, d'où donc ce formulaire qu'ils ont lancé pour ceux qui veulent témoigner, et évidemment on verra ce qu'il en est. Troisième actualité en France désormais, l'Assemblée nationale a voté cette nuit ce que l'on appelle la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Alors de quoi est-ce qu'on parle ici? En fait, c'est une aide qui est destinée aux personnes en situation de handicap, et quand ces personnes étaient mariées, eh bien le montant dépendait des revenus de leur conjoint, et donc à partir du 1er octobre 2023, ce ne sera plus le cas. C'est quelque chose qui était réclamé depuis longtemps par de très nombreuses organisations qui dénonçaient en fait le fait que avec la loi actuelle et avec le fonctionnement actuel, eh bien une personne handicapée pouvait voir son allocation réduite, voire carrément supprimée si son conjoint gagnait beaucoup d'argent, parce que l'État estimait que vu que le conjoint avait de l'argent, eh bien le couple n'avait pas besoin de ces aides. Alors c'est une mesure qui est attendue par beaucoup depuis longtemps et que beaucoup réclamaient donc au gouvernement. Finalement c'est donc arrivé aujourd'hui, et d'ailleurs tous les députés de l'Assemblée nationale ont voté pour, sauf une personne qui s'y est opposée. Les députés d'ailleurs sont même levés pour applaudir le vote de cette mesure. C'est donc un rare moment d'unité, disons, à l'Assemblée nationale. Quatrième actualité désormais au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, qui a été poussé à la sortie par son camp après de nombreux scandales ces derniers mois, vit actuellement donc ses derniers jours à la tête du Royaume-Uni. Et hier, eh bien, il a fait ses adieux au Parlement britannique. Il l'a fait dans un style assez particulier, en clamant notamment Hasta la vista baby à la fin de son discours. Mr. Speaker, I want to thank everybody here and hasta la vista. Baby, thank you. Alors comment ça se passe désormais pour le remplacer? En gros, le prochain Premier ministre, ce sera quelqu'un issu du parti conservateur, puisqu'en l'occurrence au Royaume-Uni, c'est le chef du parti qui a la majorité à l'Assemblée nationale qui devient Premier ministre et donc qui gouverne. Il y avait 8 candidats en lice jusqu'ici au sein du parti conservateur. Finalement, ils ne sont plus que 2 après un premier vote des députés. Il y a d'abord l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak, et il y a aussi la ministre des Affaires étrangères Liz Truss. Alors Rishi Sunak, il est plutôt pro-européen et plus favorable d'ailleurs à une hausse des aides sociales que Liz Truss. Liz Truss de son côté est une fidèle vraiment de Boris Johnson, et elle a voté notamment pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Bref, on connaîtra donc le nom du Premier ministre ou de la Première ministre le 5 septembre après un vote des adhérents du Parti conservateur. Cinquième actualité, toujours politique, chez un autre voisin européen, on part en Italie. Le Premier ministre italien Mario Draghi a démissionné hier. En gros, il était à la tête d'une coalition de partis, donc des partis qui s'étaient mis d'accord pour s'allier et pour gouverner ensemble l'Italie. Sauf que cette alliance s'est fissurée ces derniers jours à cause de différences de vision. Alors Mario Draghi avait déjà déposé une démission la semaine dernière, on en avait parlé dans les actus du jour. Cette démission n'avait pas été acceptée par le président italien, mais cette fois-ci ça a été donc accepté. L'Italie traverse donc une crise politique. Le gouvernement actuel reste en place en attendant pour la gestion, disons, des affaires courantes, le temps qu'un nouveau gouvernement soit formé. Et évidemment, là-dessus, vous le savez, je vous tiendrai au courant. Allez, dernière actualité pour terminer, et c'est la fin d'un symbole en France. La Poste a annoncé que la version physique de son timbre rouge allait cesser d'exister. C'est un timbre qui garantit en fait la livraison de la lettre le lendemain de l'envoi. Alors le but derrière tout ça pour la Poste, c'est pas d'arrêter tous les timbres papier, mais c'est de privilégier notamment le timbre vert. C'est un timbre qui garantit en fait l'expédition de la lettre non pas en un jour, mais en 3 jours. Il utilise
en fait un mode d'acheminement qui est moins polluant. C'est en tout cas un choix stratégique de la Poste pour ralentir le rythme des envois. Tout ça se fait dans un contexte où l'utilisation du courrier physique a quand même beaucoup diminué, vous l'imaginez, au fil des années. Alors après, pour ceux qui sont quand même fidèles à ce timbre rouge, ce sera possible d'envoyer des courriers rapidement avec un envoi et un timbre qui se fera directement en ligne. Écoutez, voilà donc pour cette nouvelle plongée de l'actualité. Évidemment, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi sur Instagram pour d'autres contenus quotidiens de l'actualité. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.